Bonsoir chers téléspectateurs et téléspectatrices. Alors bienvenue dans cette émission qui sera consacrée à la maltraitance de l'enfant. Nous allons discuter de ce sujet qui est tout aussi inadmissible que mal connu. La maltraitance de l'enfant peut se présenter sous différentes formes. Il y a la maltraitance physique, mais il y a également la maltraitance psychologique, la maltraitance sexuelle. Et à tout ça, on peut également inclure certaines attitudes comme l'abandon, l'enfant secoué, le mépris, voire l'absence intentionnelle de soins. Donc il existe encore pas mal de visages de la maltraitance qui sont méconnus du grand public à ce jour. Qu'est-ce que la société pourrait faire pour éviter la maltraitance ? Juristes, avocats, des forces policières ? Nous allons aborder tous ces sujets. Tout d'abord, qu'est-ce que la maltraitance ? Comment est-ce qu'on peut la définir et jusqu'où ça va ? L'OMS définit la maltraitance comme, je cite, « toutes les formes de mauvais traitements physiques et ou affectifs, de sévices sexuels, de négligence ou de traitement négligent, ou d'exploitation commerciale ou autre entraînant un préjudice réel ou potentiel pour la santé de l'enfant, sa survie, son développement ou sa dignité dans le contexte d'une relation de responsabilité, de confiance ou de pouvoir. » Quels sont les facteurs de risque d'être un enfant maltraité ? Alors tout d'abord, j'aimerais ajouter que quand on parle de maltraitance, il n'y a pas vraiment de réponse noire ou blanche. Certaines études, par contre, peuvent nous mettre sous la piste. La plupart des cas de violence qui ont entraîné la mort concernent les nourrissons. Comme nous le savons, les nourrissons sont des petits-enfants plus fragiles et ne peuvent pas se plaindre de leurs différentes lésions. Les filles aussi sont beaucoup plus à risque que les garçons d'être victimes d'infanticide, de privation d'éducation, de privation de nutrition. Elles peuvent être victimes d'abus sexuels et être forcées à la prostitution. D'autres études ont également montré que les prématurés, les jumeaux et les enfants handicapés étaient plus à risque que les autres d'être maltraités. Peux-tu nous dire comment des parents peuvent en arriver là, à maltraiter leur enfant, neveu, cousin ? Est-ce qu'il y a un profil type de famille chez qui ça arrive ? Alors non, il n'y a pas vraiment de profil type. On peut retrouver quelques caractéristiques chez les parents qui maltraitent leur enfant. À savoir, ils sont souvent plus jeunes, ils sont célibataires, ils ont un milieu familial un peu plus instable ou une famille dont la composition change souvent. Ils ont un niveau d'éducation qui est un peu plus inférieur. Il faut également prendre en compte tout ce qui est facteur culturel, comme par exemple quel est le rôle de la famille dans la culture, ou alors les facteurs politiques, quelle est la place de la famille dans la société, tout le problème des congés parentaux. Et puis enfin, il y a le niveau social qui influence énormément le phénomène. Et d'ailleurs, beaucoup d'études montrent un lien entre la pauvreté et la maltraitance. C'est vrai que tout ce que tu viens de dire est tout à fait vrai, mais j'aimerais apporter une petite, je trouve grande nuance, c'est qu'aucune famille n'est vraiment à l'abri. Une famille d'apparence normale peut, à la suite d'un stress, basculer dans la maltraitance. Les stress, ça peut être la perte d'un emploi, le changement d'un emploi, un déménagement, un divorce, une maladie, grave ou moins grave. Tous ces éléments font qu'on peut pas basculer dans la maltraitance. Les parents se montrent violents ont le plus souvent des profils antisociaux et ont une faible estime d'eux. Merci pour ces informations. Maintenant, je laisse la parole à deux experts en la matière qui vont expliquer le point de vue juridique et social de la maltraitance de l'enfant. Commençons par discuter du statut que peut avoir un beau-parent vis-à-vis de l'enfant de son conjoint. Le statut de beau-parent n'est pas facile à assumer et n'est à l'heure actuelle en Belgique pas un statut juridique à part entière. En Allemagne, Suède et au Danemark, par contre, les beaux-parents ont un statut reconnu. En Grande-Bretagne, on parle de partage de l'autorité parentale et aux Pays-Bas d'autorité conjointe au couple. Il y a depuis 2001 des propositions de loi pour clarifier le rôle du beau-parent et lui accorder un statut propre. En Belgique, la législation ne protège que l'enfant, lui garantissant la liberté des individus en dénaturant ses relations sociales. Discutons maintenant de l'implication des deux parents dans la prise de décisions importantes et médicales vis-à-vis de leur enfant. Nous pouvons citer la loi du 13 avril 1995 relative à l'exercice conjoint de l'autorité parentale. Les deux parents sont titulaires conjoints de l'autorité sur la personne qu'ils vivent ensemble ou séparément. Le but de cette loi est de mettre les deux parents sur un pied d'égalité et d'empêcher que le parent qui héberge principalement l'enfant exclue l'autre parent de l'éducation de celui-ci. Toute décision importante concernant leur enfant doit donc être prise ensemble. Ces décisions importantes portent par exemple sur le choix du domicile de l'enfant, de son orientation scolaire, du médecin ou encore du traitement médical. Ce dernier point va nous intéresser dans notre cas. Le législateur s'est rendu compte qu'il n'était pas toujours possible que les parents soient tous les deux présents en même temps,
pour donner leur consentement. Il existe donc, pour pallier à ce problème, une sorte de mandat, vis-à-vis d'un tiers de bonne foi. Un parent peut représenter seul l'enfant parce qu'il est présumé être porteur de l'accord de l'autre parent. Dans un contexte d'urgence, on peut aussi passer outre l'avis d'un des deux parents, par exemple un témoin de Jéhovah et la transfusion. Le rôle du médecin peut être important en cas de refus des parents d'une intervention médicale. Le médecin peut, en dernière instance, saisir le procureur du roi pour obtenir du tribunal de la jeunesse qu'il puisse pratiquer l'acte médical envisagé s'il estime nécessaire pour l'enfant. Une autre question se pose en cas de maltraitance. Lorsqu'un proche ou un médecin suspecte de la maltraitance, qui doit-il contacter? Il y a plusieurs options. Soit il décide d'agir personnellement, car il estime que la situation ne nécessite pas d'aide supplémentaire, soit il fait appel à un service plus compétent de son choix, par exemple SOS Enfants ou encore le service d'aide à la jeunesse, soit il prévient la police ou passe directement par le système judiciaire en cas de maltraitance sévère et danger immédiat pour l'enfant. Et encore, il peut également demander conseil à un collègue tiers afin de savoir comment aurait agi son collègue face à la situation. Parfois, sachez qu'un second avis permet d'avoir un regard plus objectif et éclairé sur la situation et d'être en paix avec les choix posés, même s'ils ne conviennent pas aux proches du patient. Dans le cadre d'une intervention de SOS Enfants, un rendez-vous aura été organisé avec une psychologue et une assistante sociale qui auraient été chargées de faire un bilan de la situation afin d'établir si l'enfant est réellement victime ou à risque de maltraitance. Les conclusions sont alors expliquées aux parents dans le but de les sensibiliser sur la situation et une thérapie adaptée à chaque famille est proposée si les faits sont avérés. Notons que SOS Enfants n'a pas de pouvoir de contrainte. Il propose seulement des solutions pour éviter le passage en justice. Si la famille refuse de collaborer, SOS Enfants peut prévenir le procureur du roi qui, lui seul, peut saisir le tribunal de la jeunesse et ordonner un écartement de l'enfant. Merci à vous. Maintenant, voici un extrait sur le rôle des assistantes sociales. Quand les faits constatés sont graves et nécessitent une intervention en urgence, c'est la justice qui s'en charge. Mais dans tous les autres cas, ce sont les services sociaux qui mènent l'enquête. Un voisin qui entend crier des enfants, un professeur qui trouve que son élève a un comportement étrange. C'est aux assistantes sociales d'évaluer le danger. Pour cela, elles ont un outil précieux, la visite à domicile. Bonjour Madame Rousseau, l'assistante sociale. Oui. Je peux entrer? Allez-y. Vous avez l'élément, vous n'êtes pas... Séverine travaille dans le nord de la France. Elle a reçu une information préoccupante concernant cette famille. Les parents souffrent de problèmes d'alcool. Ils se disputeraient violemment en présence de leurs 4 enfants. Donc dans ce cadre-là, vous comprenez que je suis là en fait pour évaluer l'impact du conflit qu'il y a entre vous et monsieur, et voir un peu si effectivement les enfants rencontrent des difficultés par rapport à ça et est-ce qu'ils auraient besoin d'aide. Et ce qui leur a le plus choqué, c'est que en fait, j'étais assis sur le rebord de mon lit. Je faisais un câlin à mon fils parce que mon fils avait peur. Et il est arrivé, il m'a carrément soulevé par les cheveux, il m'a claqué dans le meuble, dans la télé. Et là, quand ils ont vu ça, ils ont vraiment pris peur, quoi. Dans ces conditions, cette mère de famille n'a qu'une crainte, qu'on lui retire ses enfants. En cours d'entretien, le mari arrive. L'assistante sociale s'empresse de l'intégrer à la discussion. Vous avez une relation difficile avec vos enfants? Ça a toujours été difficile pour vous? Mais le mari refuse de parler en présence de sa femme. Il quitte rapidement la pièce. La discussion est impossible. L'assistante sociale devra voir le mari séparément. À l'issue de sa visite, l'assistante sociale est inquiète. Dans quelques jours, elle ira voir les enfants directement à l'école pour entendre leur version des faits. Est-ce que pour vous, il y a un danger potentiel par rapport aux enfants? On va dire peut-être danger du fait de l'alcoolémie des parents, puisqu'il y a de la violence conjugale. Donc qui dit violence, s'il y a des coups, des objets qui sont jetés en présence des enfants, ça peut effectivement être dangereux. Merci à Séverine pour ce témoignage. Maintenant, nous vous invitons à participer à notre débat sur des cas de maltraitance limite. Nous allons discuter de situations délicates et nous aimerions que vous faisiez part de vos opinions par rapport à ces quelques cas.
Est-ce que c'est de la maltraitance ou pas? Je laisse la parole aux experts de cette matière et à vous, les téléspectateurs.